Et vraiment, c'est l'intitulé, comme l'indique, c'est le management. Et on est là pour définir c'est quoi le management, quelles sont les bases de management, quelles sont les écoles de management et tout ce qui concerne les principes aussi du management. Le management, avant tout, on peut définir comme le processus d'atteindre les objectifs par le biais des autres personnes. Ici, on peut pas. Ici, on voit que le management, c'est une relation entre une personne, ce qu'on appelle par la suite c'est le manager, et les autres personnes. Autrement, on peut dire c'est collaborateurs. Aussi, on peut dire que le management est le processus spécifique qui consiste en activités de planification, d'organisation, d'impulsion et de contrôle, qui vise à déterminer et atteindre, c'est ça le plus important, c'est pas que déterminer, mais pour atteindre les objectifs définis grâce à l'emploi d'êtres humains et la mise en œuvre d'autres ressources. Pour m'expliquer, donc ici on prend les facteurs de production, soit côté humain, soit côté matériel, pour atteindre tout simplement pour déterminer et pour atteindre les objectifs. On peut dire que, d'après ça, on peut dire que le management a un objectif. Le management, ça veut dire quoi? Un objectif qui est spécifique sous forme d'objectifs. La réussite, dans ce cas, se mesure par la réalisation des objectifs. Le management est de ce fait un moyen efficace d'aide à l'accomplissement des tâches utiles. Deuxièmement, on peut dire que le management est le domaine de l'action. Lorsqu'on dit le domaine de l'action, ça veut dire que les dirigeants consacrent toujours leurs efforts et énergie pour la réussite de l'action. Pour cela, le manager s'entend bien avec ses collaborateurs dans un esprit d'équipe. C'est pour cette raison-là, on dit que dans une organisation, on est en train de travailler en groupe. Donc on a un esprit de groupe ou un esprit d'équipe. Il n'y a pas les subordonnés avec la hiérarchie ainsi de suite. Donc, mais on préfère dire qu'il y a un manager avec ses collaborateurs qui travaillent dans un esprit d'équipe. C'est pour ça on dit que c'est un domaine de l'action. Troisièmement aussi, on peut dire que le management est une activité qui est distincte, qui est différente, que l'on peut étudier. Il y a des connaissances précises relatives à son domaine et des compétences concernant sa pratique peuvent être acquises. Donc ici, on va voir que le cas réel, qu'on est en train d'enseigner ce qu'on appelle le management. C'est pour cette raison-là, on dit que le management il a ses connaissances qui sont propres, relatives à son domaine. Quatrièmement, on peut dire que le management se réalise avec et à travers les efforts d'autres personnes. Donc, je peux pas, en tant que manager, je peux pas faire le management tout seul, c'est pas possible. Mais je fais par l'effort ou vraiment par l'intervention d'autres personnes. Pour les membres, on est une équipe. Tout le monde travaille ensemble pour réaliser un objectif. Et enfin, avant le dernier point, le management est le fruit des efforts d'un groupe. Et ici, on peut dire que les objectifs d'une entreprise sont toujours susceptibles d'être atteints par un groupe que par une seule personne. Donc ici, on insiste sur le groupe. Donc le management se réalise par un groupe, par un ensemble de personnes. Et enfin, on peut dire que le management, il est là aussi pour influencer la vie humaine. Lorsqu'on dit la vie humaine, ici on trouve un dirigeant, doit influencer, mais c'est positivement son environnement du travail. On doit stimuler ses collaborateurs pour qu'ils améliorent leurs résultats et intervenir pour que les actions soient vraiment correctes et bien déterminées. Donc ici, on a donné la définition du management, et c'est vraiment que le management, on peut pas le réaliser tout seul. Le management, il se base sur le groupe, il se base sur l'ensemble des collaborateurs. Cherche un objectif à atteindre. C'est pas que déterminer, mais atteindre aussi l'objectif. Tout simplement, on peut dire que le management, c'est vraiment domaine qui est à part, qu'il a ses propres qualités, qu'il a ses propres moyens et tout. Donc on a une petite j'aimerais bien aborder une petite différence pour distinguer entre c'est quoi un
gestionnaire et quoi un manager. Donc on peut trouver qu'il y a une grande différence entre les deux à tous les niveaux et dans tous les genres d'entreprises. Donc ici on trouve que lorsqu'on parle d'un gestionnaire, le gestionnaire tout simplement, quelle est sa fonction? C'est de prendre des mesures qui permettent aux individus tout simplement de faire quoi? D'apporter leur contribution à la réalisation d'objectifs communs. Ainsi, le gestionnaire doit créer tout simplement un environnement interne. Ici, il y a le terme clé, ici, c'est l'environnement interne qui doit être susceptible de favoriser un haut niveau de rendement. La gestion n'est pas aussi flexible autant que le management. Ici, ça se voit la différence. Ici, on parle de l'environnement interne, on parle aussi de la flexibilité. Par contre, lorsqu'on vient pour un manager, le manager, ici, c'est pas la même chose. Ici, il va vraiment évoluer. Oui, il doit évoluer aussi bien dans son environnement. Mais quel environnement? L'environnement externe à l'entreprise que dans son environnement interne. Ici, il rassemble entre les deux. Donc ici, il y a côté interne et côté externe pour le manager. Donc le manager, il s'adapte de façon constante et dynamique au changement de l'environnement plus flexible. Donc et aussi donc il s'adapte à la structure de l'équipe et il participe aussi dans le au bon fonctionnement de son environnement. On peut conclure que le terme de gestion est limité aux fonctions qui sont de direction. C'est tout. Selon Henri Fayol, donc, c'est lui qui a vraiment parlé de la gestion. Il a dit tout simplement la gestion, c'est la planification, l'organisation, le contrôle et la direction. Par contre, le management couvre non seulement ces différentes fonctions, donc, mais qui sont décrits par Fayol, mais aussi les rôles et les techniques qui sont liées à ces fonctions-là. Donc, la question qu'on pose tout le temps, est-ce que le management est un art ou une science? Donc, la question, ou les deux en même temps. On explique un par un. Lorsqu'on dit est-ce que le management est une science? On dit tout simplement, le management côté science, c'est un corps d'objectifs et de connaissances qui représente ce que la réflexion en management a produit de meilleur. Donc la science de la gestion est un ensemble de connaissances systématiques, accumulées, reconnues, permettant de comprendre les vérités générales concernant le management. Elle n'est pas une science exacte comme la chimie, mais parce qu'il traite le facteur humain cette fois-ci. Mais deuxième, on va voir le management en tant qu'art. Un art, parce que c'est une aptitude créatrice, personnelle, doublée d'une aptitude à obtenir des résultats. Et comme ça, on peut dire que chacun, il a la capacité de créer, développer par l'observation des problèmes, des événements et des possibilités offertes. Quand on dit que l'expérience, la pratique et l'étude des résultats développe l'efficacité. Donc ici, on peut dire que l'art, parce que on a les mêmes bases, les mêmes principes, mais c'est pas la même chose. Donc ici, chacun, comment il va voir, comment il va atteindre, comment il va utiliser ces moyens-là pour atteindre les objectifs et pour être efficace. Donc, si la science nous enseigne les connaissances, l'art ici nous enseigne la pratique. Et comme ça, on peut dire que le management ou le manager, il est là, doit faire preuve, ou il est là pour faire preuve à tout simplement à l'efficience et l'efficacité dans ses connaissances et sa pratique. C'est pour cette raison-là, on peut dire que le management, il est en même temps à la fois les deux. C'est une science et en même temps, d'accord, un art. Donc ça, c'est le premier point qu'on doit comprendre. Lorsqu'on dit un point, donc lorsqu'on dit une science, les connaissances. Lorsqu'on dit un art, c'est les pratiques. Maintenant, on passe à un point qui est très important. Quelles sont les fonctions de management? Lorsqu'on pose cette question-là, on trouve, il y a plusieurs auteurs qui se sont aperçus que les fonctions de dirigeant
constituer un cadre à l'intérieur duquel on pouvait organiser les connaissances du management. Et comme ça, parmi ces auteurs-là, et le premier, d'accord, c'est Henri Fayol, qui a constaté que les managers performants poursuivent un processus de management formé de différentes fonctions qui sont les plus importantes, qui sont fondamentales. Ces fonctions-là, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Lorsqu'on dit la planification, ça c'est la première fonction de management. La planification, lorsqu'on dit planifier, le verbe planifier, ça veut dire c'est de ce qui sera fait par la suite, comment, quand et par qui, permet d'établir un rapport entre la situation existante et la situation souhaitée et de réaliser des choses qui sans elles ne seraient pas possibles. Donc, il constitue la fonction de base de management. Ça veut dire je dois prévoir les choses, je dois planifier, je dois déterminer en avance. Donc, la fonction de planification comprend des orientations de l'entreprise dans son ensemble et départements et des sections qui la composent. Il suppose le choix des objectifs de l'entreprise, les buts et la définition des moyens et de les atteindre. Donc ça c'est pas que définir voilà qu'est-ce on va avoir, mais aussi les moyens. Donc c'est pour ça on dit que la planification elle est importante pour plusieurs raisons, parce qu'il fait contrepoids à l'incertitude. Et comme ça, au changement, donc on ne peut pas avoir des changements, on ne va pas s'inquiéter qu'il y a un changement lorsqu'on aura un changement. Donc je suis là pour s'adapter à ce changement, à cette incertitude. Et deuxièmement aussi, l'importance de la planification, c'est pour diriger l'attention sur les objectifs. Ça veut dire on reste juste concentré sur les objectifs. Aussi pour réaliser les économies. Ça veut dire c'est la minimisation des charges ou des coûts. Et pour faciliter aussi à travers la planification, on facilite le contrôle. Comme on a dit, on prévoit avec les résultats et comme ça on peut faire l'écart entre les prévisions, entre les résultats et comme ça on facilite la tâche du contrôle. Deuxième fonction, après la planification, comme on a dit, il y a l'organisation. La fonction organisation consiste à concevoir et à maintenir des systèmes. Lorsqu'on dit des systèmes, donc ici il consiste à regrouper les activités qui sont nécessaires à la réalisation d'objectifs, à confier chaque groupe d'activités à un cadre possédant une autorité suffisante pour veiller à leur exécution et à coordonner à la verticale comme à l'horizontale. Côté horizontal et vertical en même temps, la structure de l'organisation. Ça ce qu'on appelle, donc on a c'est l'organisation. Juste après, troisième fonction, c'est la direction. La direction aussi, c'est une fonction qui relève principalement des relations interpersonnelles. Interpersonnelles, même si les fonctions planification, organisation conclues sont assumées le plus efficacement possible, il demeure toujours nécessaire d'orienter les individus, d'établir de bonnes communications et de faire preuve d'aptitude à la direction. Donc, les principes de la direction peuvent être résumés comme suit. Premier principe, c'est les principes d'harmonie, les objectifs. Ça veut dire que tous les services qu'on a vus dans le cours de premier semestre, soit services, ressources humaines, finances, marketing, recherche, développement, ainsi de suite, tous les services, ça veut dire ils doivent être dans l'objectif d'aller vers l'objectif général de l'entreprise. Et tout simplement, on peut dire que les buts personnels des employés doivent s'intégrer aux objectifs de l'entreprise. Deuxième principe, c'est la clarté et l'intégrité des communications. L'objectif de communication consiste à faire en sorte que les individus comprennent l'importance de maintenir le climat de collaboration nécessaire pour atteindre les buts de l'entreprise. Troisième principe de direction, c'est le principe de motivation. Donc, plus les gestionnaires évalueront soigneusement
la structure des récompenses. Donc ici, on est là pour motiver plus, d'accord, le personnel pour être plus efficace. Et quatrième principe aussi de la direction, c'est le principe de leadership. Et lorsqu'on dit leadership, compte tenu du fait que les gens ont tendance à suivre ceux en qu'ils voient un moyen de satisfaire leur but personnel. Mieux les dirigeants comprendront ce qui motive leurs subalternes, et comme les motivations s'articulent et plus appliqueront cette compréhension dans leur fonction de dirigeant, ils pourront être des leaders efficaces. D'accord? Ici, on essaie d'intégrer l'ensemble, on essaie de donner donc je serai le leader, ça veut dire donc je laisse les autres me suivre, mais dans le bon sens cette fois-ci. Donc ça c'est vraiment c'est le troisième principe de management. Quatrièmement, c'est le contrôle. Et ça, c'est le contrôle. Donc, n'importe quelle opération, soit de management, soit d'autres, on ne peut pas passer sans faire le contrôle. Parce que le contrôle, c'est pour nous montrer est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on est arrivé à nos objectifs, oui ou non. Donc, c'est pour cette raison-là, on dit, c'est quoi contrôler? C'est, dans notre cas en management, c'est analyser, rectifier les activités des subalternes, de façon à s'assurer que les événements sont conformes au plan. Donc ici, on ne doit pas laisser juste comme ça, on travaille juste pas comme ça, mais on doit contrôler pour voir est-ce que on est arrivé à nos résultats qui vont avec tout ce qu'on a déterminé dans le premier principe, ça veut dire dans la planification, oui ou non. Donc ici, selon l'écart, est-ce que c'est un écart négatif, et dans ce cas-là, que on doit faire autrement des actions correctives, soit d'accord, sont un écart positif, et dans ce cas-là, je dois suivre ce processus, cette procédure, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, on peut dire, donc on peut pas. Là, les fonctions les plus importantes pour le management, la planification, l'organisation, la direction, et enfin, comme on a dit, c'est le contrôle. Donc chacun il a ses activités, ou chaque fonction, chacune il a ses activités. Tout simplement, ça c'est le plus important dans ce point-là, c'est les fonctions de management et dans la définition du management. Maintenant, on passe pour voir un autre point qui va déterminer quelles sont les composantes de management et le rôle ou les rôles du manager. Parce qu'on va voir que le manager, il n'a pas qu'un seul rôle, mais il aura plusieurs rôles. Dans ce point, on va voir quelles sont les composantes du management et rôle du manager. Lorsqu'on parle des composants du management, comme on a expliqué avant, le management il a beaucoup de principes. Le management c'est une connaissance, c'est l'ensemble des connaissances, c'est une science. On peut dire que aussi le management est composé de deux aspects qui sont l'organisation et la stratégie. Donc, tout simplement, sans stratégie, une organisation n'est pas une directrice de mobilisation de ses acteurs. Aussi, sans organisation adaptée, la plus belle des stratégies n'est qu'un catalogue de plus attention. Donc, tout simplement, on peut dire que le management, tout simplement, il rassemble la stratégie et l'organisation, ce qui nous donne les composantes du management. Et tout simplement, le management repose sur deux composantes qui sont indissociables, à savoir maintenant, c'est la stratégie et l'organisation. L'une est plutôt externe, tournée vers l'environnement, et l'autre s'associe davantage à une vision interne au sein de l'organisation. Nous distinguons ici deux types de niveaux, autrement deux types ou deux niveaux de management. On dit deux types aussi, mais en même temps ce sont deux niveaux. Donc je ne peux pas arriver à l'autre niveau sans passer par le premier niveau. Donc en général, on distingue deux niveaux de management. L'opérationnel et la stratégie. Opérationnel et le niveau stratégique. Ici, l'opérationnel, tout simplement, dans la vie pratique des entreprises, il y a une distinction, c'est entre, lorsqu'on parle de l'opérationnel, tout ce qui est
c'est présent dans le court terme. Mais par contre, lorsqu'on dit stratégie, donc tout ce qui est vision pour le long terme. Donc ça, c'est pour cette raison-là, on peut dire que nombre de dirigeants d'entreprises, notamment les PME, en général, ils insistent qu'ils vont prendre, d'accord, tout simplement prendre recul par rapport à l'opérationnel pour se consacrer pleinement à tout ce qui est stratégique. Et ça, c'est une faute. Parce que, tout simplement, on doit, ici, le management d'une façon générale, il rassemble et les deux se complètent, soit l'opérationnel, soit tout ce qui est stratégique. Lorsqu'on dit management stratégique, la première tâche du manager est vraiment de concentrer ou se consacrer toute son énergie sur le niveau de réflexion et d'action. Ça veut dire ici que vraiment, on est là pour déterminer tout ce qui est stratégique, tout ce qui est le long terme. On peut arriver, mais pour arriver à tout ce qui est long terme, il doit vraiment passer par l'aspect opérationnel de l'entreprise d'une façon générale. Et pourtant, donc ici, la plupart du temps, comme on a dit, le danger est d'autant plus grand dans les PME où le patron joue trop souvent le rôle de one man show, ça veut dire qu'il fait tout. Sur une petite et moyenne entreprise, on trouve que le patron, c'est lui le gérant, c'est lui qui fait l'opérationnel, c'est lui qui... Et ça, c'est vraiment, il laisse pas le temps, ou il laisse lui juste un petit peu de temps à la réflexion stratégique. Donc il se concentre dans tout ce qui est opérationnel, mais il l'oublie, d'accord, il l'oublie pas, mais il laisse juste un petit peu de temps pour tout ce qui est stratégique. Et c'est ça le danger, le grand danger dans ce cas-là. Donc ici, mais lorsqu'on dit, c'est pour cette raison-là, l'opposition entre le management stratégique et le management courant, ça veut dire aussi on dit opérationnel, on l'appelle aussi courant, n'implique nullement aucune échelle de valeur entre les deux. Chacun sait combien il requiert, d'accord, tous les deux d'intelligence et d'énergie. Il demeure que les confondre ou ne pas voir clairement les qualités spécifiques qu'il convient de réunir dans chacun de deux. D'accord? C'est pour cette raison-là. Le management opérationnel, il est vraiment différent que le management stratégique. Et le manager, il doit faire beaucoup attention, d'accord, pour donner le temps au management stratégique, comme il donne le temps au management opérationnel. Il ne doit pas oublier. D'accord? Les deux se complètent. C'est pour faire une petite différenciation entre les deux. Il y a plusieurs caractéristiques qui font la différence entre les deux. Il y a premièrement l'impact. Deuxièmement, c'est la durée. Troisièmement, la réversibilité. Quatrièmement, c'est l'environnement et temps. Et quatrièmement, ce sont les objectifs. Parce que les objectifs pour tout ce qui est management courant ou management opérationnel sont des objectifs qui sont vraiment réalisés dans le court terme. Pour l'autre, c'est des objectifs pour le long terme. Donc ici, tout simplement, ça c'est en général, ce sont les niveaux qu'on a dans le management. Donc j'aimerais passer pour les rôles du management. On va trouver, il y a plusieurs auteurs qui ont vraiment écrit, parmi ces auteurs-là, c'est Peter Drucker. Donc, qui a beaucoup écrit dans ce sens-là sur le management. Et ces écrits vraiment, ces écrits donc concentrés dans ce domaine pour déterminer les principaux constituants de la performance d'une organisation. Et d'après lui, la performance actuelle est faite de deux dimensions importantes. Donc ici, rôle de management, il lie, donc on a une liaison étroite avec la performance. Et pour parler de la performance actuelle, est faite ici, selon Peter Drucker, deux dimensions. Il y a l'habilité et la capacité. L'habilité, ça veut dire qu'un manager va choisir des objectifs appropriés à son organisation et essayer ensuite de les atteindre. Donc ici, on insiste. Donc on a vu que dès le début, les auteurs ils disent c'est pas que de choisir les objectifs, mais on essaie de les atteindre aussi. Donc question c'est pas de déterminer voilà on a ces objectifs et on reste, non c'est pas ça le cas. Donc on doit vraiment terminer notre travail par
les atteindre. Et deuxième, d'accord, c'est la capacité. La capacité ici, c'est de faire meilleur usage des ressources disponibles. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important ici. Parce qu'on trouve que deux managers, un manager qui a bien réussi sa mission facilement sans aucun problème, mais a échoué. Pourquoi? Parce que tout simplement, le premier, il a bien organisé, il a bien vraiment atteindre ses objectifs grâce à quoi? À la meilleure utilisation des ressources. Mais par contre, pour le deuxième, il n'a pas bien exploité ces ressources-là, ce qui laisse que les résultats ne sont pas pareils. Donc c'est pour cette raison-là, on pourrait dire que les principes d'efficacité et d'efficience sont à la base de l'évaluation de toute structure organisationnelle. Donc l'efficacité sera employée pour désigner deux termes. C'est tout simplement, il y a l'efficacité et l'efficience. On trouve d'autres rôles de management selon Henry Mintzberg. Henry Mintzberg. Et lui, donc, est venu pour nous donner, d'après une étude qu'il a fait sur des dirigeants d'entreprise, il a identifié 10 rôles essentiels du manager qu'on peut regrouper en 3 catégories, sont très bien connus en management. Premièrement, il y a le rôle interpersonnel, il y a le rôle informationnel et le rôle décisionnel. Donc, on commence par le premier type de rôle. Les rôles interpersonnels sont au nombre de 3. On trouve que ici, le rôle de qui exactement? C'est pas de manager, mais c'est le manager au sein de l'entreprise qui est en train de pratiquer le management. Ces relations, donc ici, elle a des rôles interpersonnels ou des relations interpersonnelles. Premièrement, elle a dit que le manager, il doit être un symbole. Deuxièmement, un leader. Et troisièmement, c'est un agent de liaison. Lorsqu'on dit un symbole, ça veut dire que, de par de la vertu de sa position à la tête d'une organisation, chaque manager doit accomplir, d'accord, c'est des obligations de nature légale et cérémoniale. Donc ici, c'est lui le symbole parce que il est là pour accomplir ses obligations. Le cas, donc il vient à l'heure, ça veut dire il vient à l'heure. Les autres, ils vont voir que notre manager, c'est lui le symbole parce qu'il vient à l'heure. Donc on commence à 8h30, donc c'est 8h30, donc c'est pour cette raison-là. Il vient aussi, les autres, les collaborateurs ou les salariés, ils viennent à l'heure aussi. Deuxièmement, on dit c'est un leader aussi interpersonnel. Le manager est la personne qui guide toutes les activités des subordonnés et les motive. Leader, ça veut dire c'est lui, c'est à la tête, c'est lui qu'on doit suivre parce qu'il pense, il a plus d'expérience, comme on a expliqué avant, et comme ça on lui fait confiance. Troisième rôle interpersonnel, on dit c'est un agent de liaison. Le manager crée et entretient des contacts aussi bien avec son environnement interne qu'externe pour le meilleur fonctionnement de l'organisation de l'entreprise, comme on a expliqué. Et c'est ça qui a fait la différence entre le manager et entre le gérant, le dirigeant et tout. On a trouvé que le manager, il intervient pas juste au niveau interne, mais aussi externe. Donc, il combine entre les deux. Deuxième type de rôle qui a bien déterminé Henry Mintzberg, c'est les rôles informationnels. Et lorsqu'on dit les rôles informationnels, que le processus d'information est l'une des clés de la profession du manager. 3 rôles ici. On dit premièrement, il est un observateur actif. Deuxièmement, un diffuseur. Et troisièmement, il est porte-parole. Lorsqu'on dit observateur, c'est le manager collecte le plus grand nombre d'informations. D'accord? De l'extérieur, bien sûr, ou par ses subordonnés aux membres de l'organisation. Donc, c'est lui qui collecte l'information, qui a plus d'informations, soit à travers lui, soit à travers les autres. C'est un diffuseur. Le manager, c'est lui qui diffuse et transforme les informations. Et troisièmement, c'est un porte-parole. Ça veut dire que le manager transmet l'information sur le plan de l'organisation à l'extérieur. Ça veut dire c'est lui le lien entre au niveau
niveau interne de l'organisation et son niveau externe. Et troisième rôle d'après Henri Misberg, c'est les rôles décisionnels. On trouve que le manager joue le rôle principal dans l'élaboration de son système de prise de décision. Et dans ce cas, il a 4 rôles: entrepreneur, régulateur, distributeur de ressources et aussi négociateur. Merci beaucoup.